Bonjour, aujourd'hui on ouvre notre 7e enveloppe de guidance. Donc je rappelle que ce sont des guidances intemporelles que vous pouvez utiliser quand vous le souhaitez pour voir l'énergie de votre journée ou avoir un éclairage sur une question particulière ou un domaine de votre vie. Après le message général de l'enveloppe, vous trouverez un petit 3 choix pour compléter si ça vous dit avec d'autres éléments. A tout de suite. Alors on a une carte qu'on va appeler la cigale et la fourmi. La peinture qui représente une salle de jeu ou un bar, et la créature du Corrigan, je ne sais pas comment ça se prononce. Le petit texte dit: comme les lutins, fées, elfes, trolls et autres gnomes, le Corrigan fait partie du petit peuple, terme regroupant les petits êtres d'apparence humaine issus de la mythologie nordique et celtique. Dans la tradition bretonne, ce nain farfelu hante les fontaines, sources et landes. Bienveillant mais parfois malveillant, il n'hésite pas à jouer des tours à qui le dérange ou lui manque de respect. Je vais regarder le titre de la peinture. Alors c'est Vincent van Gogh, ça s'appelle Café de nuit. Lieu de rendez-vous des noctambules, des vagabonds et des artistes en quête de confort, ce café est dominé par une table de billard encombrante, posée de travers. Avec sa veste blanche, le patron devient une pose visuelle. Le patron devient une pose visuelle au milieu des tonalités vives de la couleur, accentuées par les lumières artificielles. Des œuvres comme celle-ci permettent de comprendre le rôle décisif de Van Gogh dans le développement ultérieur de l'expressionnisme. Ce lieu de rendez-vous des noctambules, vagabonds et artistes en quête de confort, ça fait écho à cette carte de la cigale et la fourmi. Avec la cigale et la fourmi, on a l'opposition loisir-travail, qui est bien illustrée sur cette carte, sur cette image, où on retrouve cette notion de confort, de chercher une situation confortable, de chercher à se faire du bien, pour ce qui est de la cigale en tout cas. Et puis le Corrigan, j'aurais bien aimé vérifier que ça se prononce bien Corrigan, mais on va le prononcer comme ça, qui n'hésite pas à jouer des tours à qui le dérange ou lui manque de respect. Il est aussi dans cette logique de prendre soin de lui, de faire respecter ses besoins et de vouloir maintenir son confort de vie. Donc là, on a déjà un premier message qui nous parle de cette faculté de se faire du bien, de mettre en place des conditions de vie qui sont bonnes pour soi, qui nous conviennent, de ne pas permettre que ce confort de vie passe au second plan, que le plaisir passe au second plan. Là, on a une valeur première sur ces 3 cartes qui est celle du confort, du bien-être. Et dans la fable de la cigale et la fourmi, la moralité nous dit plutôt que c'est la fourmi qui a raison d'être prévoyante. La cigale se retrouve sans ressources en plein hiver parce qu'elle a chanté tout l'été. Et on nous dit, voilà, elle a été punie, c'est bien fait pour elle en gros. Là sur cette carte, c'est complètement différent ce qui se passe. C'est encore la fourmi qui trime et la cigale qui profite. Mais en fait, on se dit que la fourmi, elle se fait avoir et elle n'a qu'à pas accepter de se mettre dans cette situation. Là, c'est elle qui accepte de faire quelque chose qui, visiblement, la fait souffrir et qui ne semble pas juste. La cigale, on imagine qu'elle est capable de marcher, voire de sauter. Mais si la fourmi accepte, pourquoi se priver? Si on accepte de la porter, pourquoi se priver? Là, ce serait plutôt à la fourmi de se demander si ce qu'elle est en train de faire est juste, pourquoi elle le fait. Où est le respect de soi là-dedans? Bon, on lui joue de la musique sur le trajet, c'est déjà ça, mais... Alors justement, ça peut-être que c'est une contrepartie
qui contribue à la faire accepter cette situation. Mais est-ce que ça vaut le coup? Peut-être qu'elle se dit oui, mais j'y gagne parce que on me joue de la musique. Et puis j'y gagne parce que comme ça je suis une personne méritante. Je suis fière de moi. Mais est-ce que l'équilibre inconvénient-bénéfice est valable? Vous pouvez vous demander si vous seriez plutôt cigale ou plutôt fourmi. Si vous faites des sacrifices, comment vous justifiez en vous-même de faire ces sacrifices? Est-ce que le jeu en vaut la chandelle, comme on dit? Est-ce que le gain est à la mesure de ce que vous donnez, de ce que vous sacrifiez? Par exemple, là, la fourmi, si elle se détruit physiquement, elle sera peut-être fière d'elle d'être allée jusqu'au bout de ses forces pour aider quelqu'un, mais elle sera peut-être aussi décédée. Dans ce qui ressort de ces cartes, la notion d'aller chercher son confort, de entre guillemets, se battre pour son confort, pour son respect, même dans le cas du Korrigan, elle ressort de façon très positive. C'est vraiment se remettre au centre, pas par égoïsme, mais par simple respect de soi. Se dire que se sentir bien peut être une valeur prioritaire dans notre vie. Vous sentir bien peut être, sans que vous soyez égoïste pour autant, une valeur prioritaire dans votre vie. On dit que le petit Korrigan, il est bienveillant mais parfois malveillant. S'il ne dit pas amen aux personnes qui le dérangent ou lui manquent de respect, je ne sais pas si on peut appeler ça de la malveillance. C'est un simple instinct de survie, c'est un simple sens de la justice, c'est un besoin de respect et d'être pris en compte, tout à fait naturel et universel. Il y a cette question dans le comportement de la fourmi de qu'est-ce que j'accepte? Jusqu'où j'accepte ce qu'on me demande, ce qu'on attend de moi? Jusqu'où j'accepte de rendre service? Dans quelles limites? Et s'il me tient à cœur de rendre service, est-ce que peut-être je peux, à un moment, choisir de me rendre service à moi-même en n'acceptant plus certaines choses ou au moins en faisant en sorte que mon besoin de respect, mon besoin de repos soit écouté, mon besoin d'amour, amour de moi-même, soit écouté. Alors on a la tour qui ressemble plutôt à un diable. En tout cas, il y a un diable sur l'image, beaucoup de feu, des vagues, des arbres qui tombent, des éclairs. Bon, une énergie de tour, quoi. On a accueillir l'imprévu. Avec la tour, c'est plutôt logique. Avec une montgolfière. Et on dirait que dans le panier de la montgolfière, il y a une sirène. Ou un être à queue de poisson. Bon, je regarderai la symbolique de la montgolfière. On a le jeu et le tatou. Et le conte d'aujourd'hui s'appelle l'histoire de Mange-Pain. Bon, je vais le lire, il fait qu'une page. Mange-Pain, c'était autrefois un de ces types qui partaient de village en village. Ils marchaient dans les collines, c'étaient des colporteurs. Mange-Pain, c'était un peu le dernier colporteur, mais pas d'ici. Du côté d'Avignon, il marchait beaucoup. Alors c'est un soir où il était fatigué, il n'avait plus le temps d'arriver au village avant la nuit. Il fallait bien quand même qu'il dorme, il avait tiré sa carriole toute la journée. Et il vendait des étoffes de femmes, des robes, des bijoux, des écharpes. Il passait dans les fermes et il vendait tout ça. La ponctuation est bizarre.
Et alors ce soir, il était là, il fallait qu'il se repose et qu'il mange. Il avait fait un feu, et puis il avait fait cuire une omelette avec une andouillette. C'était déjà fait, il y avait un moment où c'était sur le feu, il s'apprêtait à manger. Il avait enfoncé son andouillette sur une baguette de bois, et puis il avait son couteau, sa fourchette, et il s'apprêtait à manger. Mais toute la narration est bizarre en fait. À ce moment, il regarde en l'air au-dessus de lui, et que voit-il? Il voit une tête de mort. Une tête de mort avec juste la tête et un bras, pas plus. Et la tête de mort le regarde fixement dans les yeux, sans rien dire du tout. Alors Mange-Pain, il a peur, il ne sait pas trop ce qu'il faut faire et il tremble tant qu'il peut. Alors il dit « Quand même, la mort ne vient pas déjà me chercher. Je suis encore jeune, j'ai encore le temps de vivre et tout. » Et il dit à la mort « Bon, la mort, tu viens peut-être me chercher, mais juste avant de te suivre, laisse-moi t'offrir un bout d'andouillette. » La mort, elle est là, elle regarde, elle ne dit rien, elle regarde droit dans les yeux, et Mange-Pain recommence à avoir peur. Il pense « Elle ne dit rien, je n'aurais pas dû lui dire ça, ça a dû la vexer et elle va me prendre. » Alors finalement, la mort lui dit « Bon, je te laisse encore 5 minutes et pendant ce temps, je vais prendre un bout d'andouillette. » Et alors Mange-Pain lui tend l'andouillette avec un morceau de bois d'un côté et puis le couteau de l'autre. Et juste au moment où la mort va manger l'andouillette, vlan, il lui plante un grand coup de couteau en plein dans l'œil. Et la mort, elle est morte. Bon, c'est une drôle d'histoire. Bon, on a encore une notion de prendre soin de soi. Hein. Là même, c'est plutôt une notion d'aller défier la mort. C'est un réflexe que n'aurait peut-être pas notre petite fourmi là. Il faut avoir un sacré instinct de survie, un sacré sens de l'autoprotection pour aller s'en prendre à la mort elle-même. Avec la tour, on a donc un événement imprévu. En fait, je disais que accueillir l'imprévu, ça allait bien avec la tour, mais pas tant que ça, parce que dans la lame de la tour, on a l'idée d'être déstabilisé. Et donc pas d'accueillir. Dans un premier temps, on est juste déstabilisé, on tombe de haut, on ne s'y attendait pas. Là, il y a, même dans l'image, il y a vraiment une atmosphère cataclysmique. Si on se trouve là dans cette image et qu'on a la foudre qui nous tombe dessus, un volcan, des flammes, des raz-de-marée, tout ça en même temps, on va pas se dire j'accueille l'imprévu. Je pense qu'on va d'abord être terrifié, essayer de s'enfuir, de se sauver, et puis possiblement être bien amoché aussi par tout ce chaos. Mais bon, si on reste dans la cohérence de ce tirage, on peut voir ça aussi comme un événement inattendu et déstabilisant, parce qu'inattendu et imprévu, mais qui ne remet pas forcément en cause la survie. Le tirage véhicule plutôt une idée en lien avec le confort, se faire du bien, prendre soin de soi. On a même le jeu. Donc je pense pas que ça nous parle de quelque chose de très grave qui arrive dans une vie. On ne parle pas d'une rencontre avec la mort, malgré le conte. Il faudrait que je regarde aussi d'ailleurs la symbolique de l'andouillette, parce que c'est assez farfelu comme élément dans un conte. Elle est quand même assez terrifiante cette carte de la tour par rapport à l'ambiance générale du jeu. On va regarder la symbolique du tatou pour voir si ça nous éclaire. Alors, 28. Frontières. Tatou, protège mes frontières, renseigne-moi sur mes boucliers, préviens mes blessures afin que je ne cède pas. Alors, la symbolique, il est temps de définir votre espace. Votre maison est-elle devenue comme une gare d'autobus, un endroit où tous s'arrêtent?
Il se peut que vous ne sachiez pas dire non, même s'il vous faut annuler certains de vos projets pour rendre service aux autres. À la longue, tous ces comportements pèsent lourd. Il est grand temps de vous poser ces questions. Est-ce que je me laisse assez de temps pour les choses qui m'apportent une satisfaction personnelle? Les autres abusent-ils de ma bonté? Pourquoi suis-je contrariée quand les autres me prennent pour acquis? Quel motif m'oblige à toujours dire oui? Les réponses à ces questions ont toutes trait à l'établissement de frontières, ce que vous désirez faire et ce que vous ne voulez pas faire, ce qui vous met mal à l'aise et c'est ce qui vous fait vous sentir bien. Votre objectivité influence votre réaction aux circonstances et vous ne pouvez être objectif si vous ne voyez pas clairement où s'arrête la personnalité de l'autre et où commence la vôtre. Si vous n'avez pas établi vos frontières, vous vous sentirez comme une éponge. Il vous semblera que toutes les émotions qui circulent vous appartiennent. Demandez-vous si vous êtes vraiment déprimé ou si cette émotion appartient à la personne qui vous parle. Puis laissez le bouclier du tatou s'insérer en vous, ce qui vous permettra d'être à nouveau vous-même. Alors, j'ai l'impression que la symbolique du tatou est une description exacte de la carte de la cigale et la fourmi. C'est vraiment beau la résonance entre les deux et la cohérence de ce jeu, de ce tirage. À la limite, il n'y a que la tour qui nous amène cette énergie un peu dramatique. En même temps, non, parce que c'est vrai que ça peut être, quand la tour intervient, c'est souvent pour rétablir un équilibre. Même si ça peut être déstabilisant, déconcertant et source de souffrance. C'est un changement brutal qu'on n'avait pas anticipé parce qu'on avait omis de maintenir ou de rétablir soi-même un équilibre qui nous aurait été bénéfique. Et la tour, elle arrive pour mettre un coup de pied dans la fourmilière, c'est le cas de le dire, et nous obliger, c'est même pas nous obliger, c'est qu'elle fait le boulot pour nous, quoi. Elle met un coup de pied dans notre vie pour envoyer valser toutes ces choses qui étaient en déséquilibre et nocives pour soi. Donc je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez vécu ou que vous êtes en train de vivre ou que vous vivez parfois quand il y a des changements de programme, des choses imprévues dans votre vie qui vous déconcertent. Mais on vous invite alors à vous poser les questions que pose le tatou déjà et à prendre ces changements, ces imprévus comme des opportunités de faire bouger les choses et de rétablir un équilibre. D'ébranler un système rigide auquel vous obéissez, que vous suivez par obligation, parce que vous croyez devoir le faire. Mais là, on vous dit que il n'est plus temps de faire passer votre bien-être au second plan. Ça n'implique pas de ne plus rendre service, de ne plus être là pour les autres, de ne plus être un soutien pour ses proches, etc. Mais tout est question d'équilibre. Et je veux dire quelque chose d'assez banal, mais quand on ne prend pas soin de soi, si on va mal, on ne peut pas prendre soin des autres. Toujours le masque à oxygène, qui est une image assez galvaudée, mais qui reste assez réaliste dans les faits. Et là, en plus, j'ai l'impression que vous avez des occasions. Alors peut-être dernièrement, il y a des choses qui sont arrivées dans votre vie, des choses imprévues, des choses surprenantes, que vous avez peut-être déplorées, eu tendance à déplorer parce qu'elles remettaient en question votre emploi du temps, des choses que vous aviez prévues, des habitudes peut-être que vous aviez prises. Elles vous ont peut-être obligé à remettre en question certains engagements, voire peut-être à vous désister, à vous décommander. Vous avez l'impression que ces événements ont été négatifs et encombrants dans votre vie, mais en fait là on vous dit que c'est vraiment des bénédictions. C'est des occasions de remettre en question des choses qui ne vous conviennent pas et au fond de vous, vous le savez, vous le sentez, qu'il y a un équilibre qui n'est pas bon. Que votre moi profond vous appelle, a également besoin de votre aide, besoin de soutien, de respect, et il aimerait que vous puissiez prendre sa défense
et le remettre un peu sur le devant de la scène. Voilà pour cette guidance. Je vous propose un petit 3 choix pour la compléter si vous le souhaitez. Vous pouvez choisir parmi ces 3 pierres le lapis lazuli, la cornaline, l'œil de tigre. Je voulais aussi vous dire que si jamais vous avez suivi les enveloppes de l'avant depuis la première, à partir de la prochaine, c'est-à-dire la numéro 8, on va les espacer un peu. Je pense que je vais continuer à les ouvrir dans l'ordre, mais en les espaçant un petit peu, ce qui me permettra d'être moins précipitée, d'approfondir un peu plus et de compléter plus souvent avec un 3 choix pour ceux que ça intéresse. Voilà, si vous avez choisi votre pierre, vous pouvez voir le minutage dans la description. A tout de suite pour votre choix. Si vous avez choisi le lapis lazuli, vous avez une photo du tournage du Magicien d'Oz, film qui date des années 30, et une photo d'un bateau avec de la neige. Je vais regarder les références des photos pour ne pas dire trop de bêtises. Alors, le titre de la deuxième photo, c'est « Vaisseau de guerre abandonné dans la baie de Kola, à Mourmansk, côte orientale, janvier 2005 » de Simon Roberts. Alors, je vais lire les petits descriptifs des 2 photos pour voir ce que ça nous dit. Alors, la photo du bateau, déjà nous parle de la rudesse des hivers russes. Et Roberts, l'auteur, se sert des paysages pour évoquer par la bande des thèmes plus larges. Donc, citation, « Je voulais explorer l'idée que les paysages doivent être décodés, explorer les couches d'activité sociale et d'histoire, les différentes façons d'utiliser le paysage et les modifications qu'il subit. » Il a une formation de géographe culturel. La plupart de ses projets sont réalisés depuis une perspective surélevée. Ok, moi je sens bien de rester sur le froid, la rudesse, parce que de l'autre côté, dans le tournage du Magicien d'Oz, on nous parle d'une chaleur excessive. Alors, je vais aller voir le descriptif plus précisément. La photo de plateau est un vecteur clé de la magie d'un film, du merveilleux, de la drôlerie ou de la tragédie qui feront son succès. Les photographes, en documentant ce qui se passe hors du champ de la caméra, dévoilent les artifices du film et rendent celui-ci encore plus désirable. Cette photo du tournage du Magicien d'Oz révèle la complexité de la production et le nombre de collaborateurs qui n'apparaîtront jamais à l'écran. Ce film fut particulièrement difficile à gérer car 4 metteurs en scène y intervinrent. Le tournage dura plus de 6 mois. Le film à ce jour le plus coûteux de l'histoire de la MGM utilisait le nouveau procédé Technicolor exigeant un éclairage intense de type lumière du jour, si bien que la température sur le plateau frisait les 40 degrés. Pour être costumés et maquillés, les acteurs devaient se trouver à pied d'œuvre à 4 ou 5 heures et n'étaient pas libérés avant 19 ou 20 heures. Ils n'avaient pas le droit de s'alimenter à la cantine des studios pour préserver leurs costumes. Donc là, la notion de prendre soin de soi et de se faire respecter, elle est vue par le prisme de température et puis d'un tournage. Donc là, clairement, les acteurs, ils ont dû en baver. Mais c'était, entre guillemets, pour la bonne cause. C'était pour créer un film qui est resté dans l'histoire. Et donc, il peut y avoir de très bonnes raisons, de très bonnes justifications à se laisser malmener ou à malmener les autres. Quand c'est pour la bonne cause, quand c'est pour créer quelque chose de grand, on peut avoir l'impression que c'est justifié ou que le mal-être des protagonistes n'est pas important par rapport à la grandeur du projet. Là, ce qui me paraît juste, c'est justement comme nous disait la guidance générale, de remettre le bien-être et le respect de soi au premier plan, dans les priorités. Je dirais même en tant que priorité absolue. La guidance nous parlait aussi de jeu.
S'il n'y a plus de jeu, de plaisir, de légèreté dans ce qui est fait, ça peut nous aider à pointer du doigt, ça peut nous aider à questionner ce qu'on fait et pourquoi on le fait. J'essaie de retrouver l'autre photo. Là, mais juste, je pose mes yeux sur le texte et je tombe sur « La plupart de ces projets sont réalisés depuis une perspective surélevée ». Et ça m'évoque cette question-là de « Le projet est grand, qu'est-ce qu'on sacrifie pour le voir se réaliser ?» Le photographe s'intéresse à l'identité, à l'appartenance et aux liens que ces notions entretiennent avec les paysages. Ce que ça m'évoque, c'est l'identité, l'appartenance, comment je me définis, qui je crois être. Le sentiment d'appartenance, il est lié à ma tribu, à ma communauté, au collectif dans lequel j'évolue, aux personnes que je côtoie. Et à côté de ça, il y a le paysage, moi qui me fait penser au paysage intérieur, qui est d'un côté glacial, de l'autre côté bouillant, dans les extrêmes. Et on nous parle du lien qu'entretiennent les notions d'identité, d'appartenance avec les paysages. En quoi ma vision, la vision de moi-même, de mon identité et mon besoin d'appartenance colore mon paysage intérieur, voire conditionne, contraigne mon paysage intérieur, l'enferme. Il y a un mot que je trouve pas, comme on ferait avec une bête de somme, dominée, opprimée. En quoi mon paysage intérieur est dominé, opprimé par les identités que je me donne et ce que je crois devoir faire pour mériter d'appartenir à ma communauté ou à mon clan, pour mériter l'appartenance. Là, il est question de mettre son corps à rude épreuve par le froid et par la chaleur, et pas seulement parce que sur le tournage, les acteurs n'avaient pas le droit, même pas le droit d'aller manger apparemment. Puis ils faisaient des heures de dingue, donc ils devaient crouler sous la fatigue. Et malgré ça, fallait chanter, parce que pour le bien du film, il y a c'est assez courant ça je crois, sur les tournages de martyriser un peu les acteurs. Et je crois qu'il y a beaucoup d'acteurs qui repoussent leurs limites de façon très importante pour le bien du film, de l'œuvre d'art. Pourquoi pas? Enfin, il n'y a pas de mal à ça. Mais là, c'est des notions qui ressortent dans la guidance. Donc j'aurais tendance à penser que c'est pour vous faire conscientiser certaines choses à ce niveau-là et pour questionner le bien fondé de ce fonctionnement, si c'est le vôtre ou si c'est un fonctionnement qui vous est habituel et que vous vous sentez un peu épuisé comme la fourmi. Si ce message vient à vous, c'est probablement que vous avez envie d'autre chose. Et la tour de la guidance générale, il est possible aussi que ce soit une prise de conscience, quelque chose qui se passe à l'intérieur, qui vous foudroie mais qui vient de l'intérieur. Tout d'un coup, vous vous dites, mais comment j'ai pu accepter ça? Comment c'est possible? Ça peut être aussi, à force d'avoir trop accepté, vous faites un genre de burn-out ou quelque chose qui vous oblige à regarder ce fonctionnement. Ça ne vous oblige pas de l'extérieur, pour une fois, là c'est votre sagesse intérieure, votre inconscient, votre âme, vous appelez ça comme vous voulez. Votre corps, en fait. Cette sagesse, elle passe par votre corps, qui vous dit, bah là, ça va faire trop. Il serait peut-être temps de questionner certaines choses. Puis on a d'un côté un vaisseau de guerre, avec un projet artistique autour, avec un projet de documentaire social et historique, d'un côté, et puis de l'autre côté, un tournage, le tournage d'un film plus pour enfants, poétique, de l'ordre du conte. Et on nous dit que dans les deux cas, en fait, peu importe les raisons, peu importe la motivation,
peu importe au service de quel projet tout ça se passe, il n'est plus permis par votre intériorité que vous soyez mis à mal, que l'on vous manque de respect, que vos besoins ne soient pas pris en compte. Ça n'est plus permis. C'est la priorité absolue que vous reveniez au premier plan. Bon, voilà pour cette petite guidance complémentaire. J'espère que ça vous parle. Merci beaucoup pour votre écoute et à très vite. Pour vous qui avez fait le choix de la cornaline, on a deux paysages, un paysage de nature, des champs, des arbres, quelques animaux et ce qui semble être un château tout au fond, au loin, et puis un bâtiment. Alors je vais regarder le descriptif, mais la première chose qui me vient spontanément, j'ai l'impression que le château qu'on voit tout au fond du premier paysage, c'est lui qu'on voit de près sur la deuxième photo. On va voir si c'est pertinent pour la suite. C'est bien un château, c'est un château d'Écosse, tout au fond. Alors, cette photographie présente sur la couverture du livre de l'auteur Faye Godwin révèle la fascination de Godwin pour la mutabilité du paysage et le rapport complexe que l'homme entretient avec la nature. Le soleil domine la scène, tandis qu'on aperçoit au loin le village d'Eptonstall, où vivaient les parents de Hughes. L'autre photo, l'ancienne sacristie Calvert-Jones dans le cloître de l'abbaye de Lacock. Et c'est au Royaume-Uni aussi. La plupart des photographies importantes de William Henry Fox Talbot représentent sa demeure familiale, la magnifique abbaye de Lacock. Aquarelliste et dessinateur. Utilise la lumière avec talent, installant au soleil Jones coiffé d'un chapeau haute forme dans le cadre dessiné par les arches du cloître médiéval. Ok, donc on a la notion de soleil dans les deux paysages déjà, enfin dans les deux descriptions. Et puis dans les deux cas, on a des paysages qui sont connus de l'auteur, en tout cas où il y a un lien familial. Pas forcément avec l'auteur, mais donc là, Hughes, voilà, c'est Ted Hughes, c'est un collaborateur de l'auteur. Et le village qu'on voit au loin, c'est le village où vivaient les parents de Hughes, donc de ce collaborateur dont il est question. Et l'abbaye de l'autre photo, c'est la demeure familiale de l'auteur. Donc, il pourrait y avoir une notion de retour à la maison, de rentrer chez soi, de retrouver ses terres, d'avoir envie de se sentir chez soi et en sécurité. Là, la notion de confort qu'il y avait dans la guidance générale, elle a l'air d'être reliée pour vous à un lieu extérieur ou intérieur, un lieu géographique ou un lieu intérieur. Peut-être que vous avez la sensation d'être un peu déraciné, d'avoir perdu vos repères, de ne plus trop savoir qui vous êtes. On sent comme une envie de rentrer à la maison, de retrouver ses pénates, d'être dans un environnement connu qui nous rassure. Donc soit vous avez peut-être été déraciné, vous avez peut-être déménagé, vous avez peut-être changé de pays, de région, et vous n'arrivez pas à vous refaire un cocon là où vous êtes, à vous refaire un nid, à vous sentir chez vous. Ça peut être aussi, vous êtes toujours au même endroit, mais il y a quelque chose qui a changé. Vous n'avez plus la sensation d'être chez vous, d'être en sécurité, d'être protégé, de pouvoir avoir cette tranquillité du chez-soi qui fait que on sait qu'on peut être soi-même, comme quand on rentre chez soi après une grosse journée fatigante
ou un voyage fatigant où on retrouve ces murs. Parfois, il faut se les réapproprier, mais assez vite, on reconnaît, il y a une énergie qui nous est familière. Et puis, cette sensation où tout est familier, tout est amical. Tous les objets autour de nous, on les connaît, c'est comme s'ils étaient nos amis. C'est une sensation extrêmement reposante d'être entouré de choses familières, reposante et rassurante. Et parfois, ça peut se faire assez vite, hein, si on arrive dans un lieu qu'on ne connaissait pas. D'abord, tout nous semble un peu étranger, étranger, parfois hostile, juste parce que c'est inconnu. Et puis, si on passe quelques temps, quelques jours dans ce lieu, on pourra se rendre compte que petit à petit, les choses nous deviennent connues, familières, on s'habitue à leur présence. Les objets, les meubles, les formes, les couleurs, l'atmosphère. On s'accommode, on s'acclimate. Et c'est comme si on s'apprivoisait mutuellement. Comme si les deux énergies, l'énergie de la personne et l'énergie du lieu, s'harmonisaient petit à petit, mais qu'il fallait un certain temps d'acclimatation, d'adaptation, d'apprivoisement mutuel. Là, on a cette notion-là d'avoir envie de se sentir chez soi, d'être entre des murs protecteurs et familiers. Donc je disais, soit c'est quelque chose que vous pouvez vivre vis-à-vis d'un lieu. Il peut aussi s'agir d'une envie de se sentir à la maison qui serait plus liée au spirituel et qu'on peut ressentir comme une nostalgie, une espèce d'impression d'être déraciné, une aspiration à retrouver la lumière, les dimensions plus vastes où l'on était avant l'incarnation. Donc je ne sais pas laquelle des deux options vous parle le plus, ou s'il y en a une des deux qui vous parle ou non. Voyez ce qui résonne pour vous. Mais là, en tout cas, ce que je vois comme message à travers la guidance générale et ces deux cartes complémentaires, c'est que votre mal-être semble lié au fait que vous n'arrivez pas à vous sentir en confort dans le lieu où vous êtes. Donc soit, encore une fois, soit un lieu extérieur, géographique, ça peut être aussi une maison, tout simplement, une maison où vous vivez dans un lieu où vous ne vous sentez pas bien et vous avez envie de trouver un lieu, une maison ou autre, où vous vous sentiez vraiment chez vous. Là, pour revenir à la guidance générale, le conseil, c'était accueillir l'imprévu et également le jeu. Peut-être suivre les choses qui vous appellent et qui n'ont pas l'air sérieuses, qui n'ont pas l'air importantes. Accueillir la légèreté aussi. Faire des choses qui vous mettent en joie, qui vous changent les idées. Vous pourriez avoir une tristesse avec ce sentiment d'être déraciné, de ne pas vous sentir chez vous. Vous pourriez ressentir de la tristesse, de l'abattement, une mélancolie, une sensation de froid. Si vous essayez de vous mettre dans un environnement qui vous fait plaisir, qui vous fait du bien, autour d'activités qui vous plaisent par exemple, qui vous amusent, qui vous font, c'est ça, qui vous permettent de vous changer les idées, il se peut que par ce biais-là, la vie puisse mettre sur votre chemin un lieu qui vous appelle, si c'est ce que vous cherchez, un lieu qui vous attende, dans lequel vous vous sentiriez bien, si c'est ce que vous recherchez. Et si c'est plutôt une question de plus spirituelle, de reconnexion à votre maison sacrée, ça peut passer aussi par ce genre de vibration que vous trouveriez à travers des activités qui vous mettent en joie, qui vous permettent de rire, de vous réjouir, de partager. Notre maison intérieure, notre maison céleste, elle n'est pas loin de nous en fait. On a l'impression
avec l'incarnation, le contraste, la dualité, tout ce qu'on a à vivre au quotidien, qui n'est pas toujours fluide et facile, on a l'impression que l'harmonie qu'on a connue avant, dont on se souvient avec plus ou moins de clarté, plutôt moins souvent, mais ça peut être juste une sensation très subtile et en même temps très très présente. On a l'impression que c'est très loin de nous, alors que en réalité c'est là à l'intérieur, mais on est beaucoup déporté à l'extérieur par tout ce qui se passe dans le monde et nos sens qui attirent notre attention sur tout ce qui se passe à l'extérieur, et en particulier tout ce qui est duel et contrasté. En tout cas, là, il y a cette notion qui ressort de retrouver un chez-soi, retrouver ce lieu où on se sent bien, en harmonie, où on se sent bienvenu. Voilà pour cette petite guidance complémentaire. J'espère que ça vous parle et j'espère que ça vous apporte un éclairage qui vous sera utile. Merci beaucoup pour votre présence et à très vite. Le choix de l'œil de tigre. Alors, on a une falaise avec des roches et une photo un peu étrange avec un genre de petit bâtiment qui est en train de couler. Je pense que c'est une miniature. On va regarder tout de suite les descriptifs. Il photographie le même endroit des mois ou des années durant afin de pouvoir y discerner tous les changements, minimes comme drastiques. Développé dans 5 séries principales. Traversa la Manche pour photographier avec son grand format les falaises de Normandie, ses côtes érodées, effondrées, comme ici à Vocotte en 2005. L'histoire du lieu est un non-dit toujours présent. Il est retourné à Vocotte en février 2006 et ses intentions photographiques s'éclairent quand on compare les paires d'images du même lieu, prises exactement sous le même angle. Elles incitent à chercher le moindre changement du niveau de la mer, des formations rocheuses, de l'érosion des terres. Intéressant. Et de l'autre côté, bunker dans la mer Baltique. Ah non, c'est un vrai truc en fait. C'est hyper flippant. Parti sur les traces des restes. Ah, les reliques de la guerre froide. Image presque onirique reproduite ici d'un bunker abandonné, paraît presque construite en studio. Pourtant, Reumers l'a bien trouvé, flottant dans la mer Baltique sur la côte lettonne. Un autre des grands projets de Reumers se concentre sur les mégapoles du monde, en Afrique, en Asie, en Europe et aux Amériques, qu'il a photographié entre 2007 et 2015. Intitulé Métropolis, ce projet primé compte 85 images illustrant la taille, le rythme et l'énergie de ces villes et nous donnant un aperçu de la vie quotidienne de leurs habitants. Ok, donc là, on va se concentrer sur le bunker. Donc dans les deux cas, dans les deux photos, il y a l'idée du temps qui passe et qui abîme, dans un cas, le paysage, les roches, dans l'autre cas, des roches aussi, mais d'une construction humaine, qui abîme, qui érode. Bon, ce qui motive les deux photographes, l'un comme l'autre, ça semble être le témoignage du temps qui passe et de ce qui s'abîme, ce qui s'use, ce qui change d'apparence. Projet personnel à long terme tournant autour des conséquences durables des guerres sur les hommes, l'environnement et les pays. Donc dans un cas, on a simplement le temps, la nature, qui affecte en douceur, doucement mais sûrement, le paysage. Et de l'autre côté, c'est l'effet des guerres, les conséquences des guerres sur les hommes, l'environnement et les pays. Donc là, ce qui me vient par rapport à la guidance générale pour vous, j'ai l'impression que ça se manifeste par une fatigue, une usure, du fait d'avoir été en contact à la fois avec le temps qui passe et une vie qui a peut-être été
qui vous a peut-être mis à rude épreuve, qui vous en a peut-être demandé beaucoup, où vous avez beaucoup bataillé, où vous avez eu l'impression d'être en lutte et où vous vous sentez épuisé. Vous en avez peut-être assez de solliciter votre énergie, de puiser dans vos ressources. Peut-être que vous avez l'impression que vos ressources, elles commencent à arriver à leur terme. Vous êtes sur la réserve, on va dire. Peut-être physiquement, peut-être mentalement, peut-être émotionnellement, peut-être l'ensemble. Peut-être que c'est tout votre être qui commence à être fatigué de porter des choses. J'ai l'impression que vous portez des fardeaux. Que soit on vous en a beaucoup demandé, soit vous en êtes beaucoup demandé à vous-même, probablement les deux. En tout cas, vous avez pris sur votre dos, vous avez pris des charges très lourdes, des responsabilités, ou alors vous avez mené des actions qui ont exigé beaucoup de vous émotionnellement, vous ont demandé d'être très fort ou forte, très résistant, de repousser vos limites. C'est comme si vous aviez marché longtemps avec un gros fardeau, un gros sac à dos très lourd, ou une cigale sur le dos. Et en marchant comme ça longtemps avec un énorme poids sur le dos, en fait vous sentez que d'une part vous êtes épuisé, vous êtes très fatigué, vous êtes à bout de souffle, à bout de force, et que d'autre part votre corps a beaucoup souffert, vos articulations, vos muscles. Vous avez l'impression de vous être abîmé, d'avoir puisé dans vos ressources, d'en avoir demandé beaucoup à votre force intérieure. Et là, il y a quelque chose qui dit, j'en peux plus en fait. Au bout d'un moment, on arrive au bout de ce qu'on est capable de donner. Alors, on peut arriver à bout de force et puis redonner un coup pour aller quand même encore un peu plus loin. Mais au bout d'un moment, c'est le corps qui dit stop ou alors c'est votre moi profond qui vous fait signe et ça peut être aussi un ras-le-bol. Là encore, la tour, ça peut venir d'une prise de conscience de votre part. Là, vu le message, ça pourrait être plutôt un signal d'alarme du corps en fait. Le corps qui lâche, vous vous blessez par exemple, ou vous avez un problème de santé qui vous oblige à vous arrêter. Le conseil, ce serait sûrement de vous reposer en fait, tout simplement. De laisser votre énergie se reconstituer. Il y a d'une part l'idée de dire stop, d'arrêter, mais en fait, de toute façon, je pense que vous n'avez pas le choix parce que je pense que c'est votre corps qui vous a déjà arrêté. Et puis, il y a l'idée que pour retrouver votre énergie, il faut beaucoup de patience parce que ça prend du temps. Et il y a la notion de mettre votre attention sur, là pareil, la montgolfière. Je pense qu'elle est importante. J'ai l'impression que là, dans le bunker là, qui est dans l'eau, on est au niveau de l'eau et le bunker, il est immergé. On voit que... Alors, je comprends pas pourquoi il coule pas, mais je sais pas en quelle matière il est. Mais peu importe, il est immergé, il est penché. On voit que c'est un naufrage. Sur la carte du Camino, accueillir l'imprévu, il y a cette montgolfière colorée en plus qui survole comme ça et qui voit les maisons de loin, les maisons qui sont dans l'eau, enfin près de l'eau, mais on a l'impression qu'elles sont dans l'eau. Et la montgolfière survole comme ça, bien en hauteur, à un autre niveau que ne le sont ces habitations, bien au-dessus de la terre, au-dessus de tout ce qui pose problème à ce niveau-là, tout ce qui se trame, les drames, tout ça. La montgolfière, c'est un côté très tranquille, très doux, c'est un voyage qui est doux. Il y a la notion d'avancer, mais au rythme du vent.
on ne force pas les choses, c'est le vent qui décide en fait. Donc là où peut-être vous avez avancé, contraint et forcé par quelqu'un ou par vous-même, mais en tout cas en portant des fardeaux, vous avez beaucoup porté. Là, dans la montgolfière, ce que je ressens, c'est à vous de vous laisser porter. Vous pouvez lâcher. Vous avez besoin de toute façon de lâcher si cette guidance vous parle. Si vous êtes un peu à bout de force, ça peut être le moment de lâcher et de vous laisser porter au gré du vent. On vous demande, au moins pour un temps, le temps de retrouver vos forces, de retrouver votre énergie, de remplir le réservoir, de vous laisser porter et de voguer au-dessus, à un autre niveau que le niveau où étaient vos responsabilités jusque-là, où étaient vos fardeaux. Et puis ça peut être une sensation au niveau physique de lâcher. Par exemple, faire de la relaxation ou de la sophrologie ou une pratique comme ça qui permet au corps de retrouver une unité, qui permet au mental et au corps de se rassembler et de lâcher toutes les tensions cachées, toutes les petites tensions, micro-tensions. Il y a des grandes tensions, puis il y a des micro-tensions un peu partout dans le corps qui sont créées à chaque fois qu'il y a un stress, à chaque fois qu'il y a un truc à résoudre, un truc qui nous tracasse, une émotion qui n'est pas évacuée. Tout ça, ça crée des tensions. Et là, lâcher les fardeaux, ça m'évoque aussi lâcher le corps et lui permettre de retrouver une détente et de revenir au premier plan. Ça peut être simplement de la relaxation guidée avec des vidéos ou des audios, enfin, ça c'est pas forcément compliqué. Et puis il y a énormément de choses qui existent aujourd'hui qui vont dans ce sens-là. Voyez ce qui vous parle, voyez ce qui vous attire. Et puis prenez soin de vous. J'espère que cette petite guidance complémentaire vous aura parlé. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À très vite.